Bienvenue sur la panafricaine Medi 1 et comme toujours, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief. De plus en plus en Afrique, les jeunes sont exposés au phénomène de l'extrémisme violent. En effet, ces derniers sont victimes d'endoctrinement de la part de groupes terroristes et autres groupes armés, d'où l'urgence de former et d'éduquer cette jeunesse afin de prévenir la radicalisation, mais aussi d'en faire des partenaires de premier plan dans la lutte contre l'extrémisme violent. Quelle contribution des jeunes dans la prévention de cet extrémisme violent en Afrique? Qu'en est-il des mécanismes et résolutions de prévention relatives à la jeunesse? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de jeunesse et de consolidation de la paix. Plus de la moitié de la population africaine est constituée de jeunes. Les impliquer dans la prévention et la résolution des conflits permet d'obtenir de meilleurs résultats. Leur participation aux efforts de réforme institutionnelle s'avère donc être une urgence, d'où l'engagement des communautés économiques régionales de l'Union africaine et des Nations unies à travers la résolution 2250 de l'ONU pour la jeunesse, la paix et la sécurité adoptée en 2015. Quel rôle des jeunes dans la consolidation de la paix en Afrique? Comment davantage impliquer la jeunesse pour en faire des acteurs et vecteurs de paix? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Pape Ousmane Thiaw, vous êtes doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre co-débattrice, Mme Simone Bodé-Diouf. Vous en êtes à votre première participation au débrief. Je rappelle que vous êtes jeune ambassadrice pour la paix de l'Union africaine, représentant la région Afrique de l'Ouest. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je reste d'ailleurs avec vous. Selon vous, quelle contribution aujourd'hui des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique? Ok, je commencerai par dire que l'extrémisme violent est un défi sécuritaire majeur, notamment dans notre région. Et une des choses à retenir, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes représentent vraiment la majorité de nos populations. Quand on voit des pays vraiment qui sont impactés par l'extrémisme violent et le terrorisme, les jeunes sont en majorité. Donc, il y a une vulnérabilité de ces jeunes-là, notamment due au contexte, que ça soit économique, politique. Donc, ces jeunes-là sont plus sujets à rejoindre les groupes armés terroristes. Donc, ils sont victimes et ils sont aussi auteurs de violences. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que les jeunes aussi sont acteurs de changement et sentinelles de paix dans leur communauté. Et on voit que de plus en plus, leurs initiatives sont mises en valeur, notamment depuis la résolution 2250, qui vraiment met en lumière cette agence des jeunes. Nous parlerons d'ailleurs après de cette résolution 2250. Voilà. On reste avec la vulnérabilité des jeunes que vous avez soulevée. Il y a cette vulnérabilité-là qui est présente et malheureusement, on voit que les jeunes ne sont pas seulement vulnérables à la radicalisation, au recrutement, mais ils s'adonnent aussi, ils sont acteurs des conflits intercommunautaires et aussi de la criminalité transfrontalière, que ce soit trafic de drogue et tout ça. Et maintenant, ce qui est intéressant, on parle même de djihadisation de cette criminalité-là. Et les jeunes qui sont en majorité dans ces groupes armés-là, parfois on parle même de 80% de l'effectif de ces groupes armés qui sont des jeunes, moins de 35 ans. Ces jeunes sont au cœur de ces défis-là et on trouve que c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, comment leur donner les moyens à ces jeunes face à cette vulnérabilité, les moyens en tout cas de lutter contre cette radicalisation dont ils sont victimes? Alors, il faut dire qu'il y a eu depuis des initiatives, que ce soit des organisations internationales, des agences des Nations Unies, ou même des organisations au niveau local. Et ce qu'il faut souligner, c'est que là où ça bouillonne, c'est vraiment au niveau local. Les jeunes même s'organisent au niveau local à travers des organisations et des associations. Ils ont des défis de financement, mais ils font quand même le travail. Ils travaillent à la sensibilisation, à l'éducation de leurs pairs, à travers des mécanismes innovants comme le sport, par exemple. On parle de Sport for Peace. Donc, c'est vraiment les mécanismes qu'ils utilisent sont innovants. Ils travaillent à promouvoir la paix et à renforcer la résilience dans leur communauté en sensibilisant même, à travailler à l'alerte précoce. Certains jeunes contribuent à détecter d'autres jeunes qui sont vulnérables ou sujets à la radicalisation eux-mêmes. Et j'aimerais aussi insister sur l'aspect médias sociaux. Vous savez qu'on est une jeunesse
hyper connectés et les jeunes sont présents dans les médias sociaux. Et par exemple, au Mali, au Niger, je le vois, les jeunes sont impliqués dans le changement de narratif. Vous savez qu'il y a cette propension à la radicalisation dans les réseaux sociaux. Donc les groupes armés approchent certains jeunes à travers les réseaux sociaux. Et en utilisant le contre-narratif, les jeunes aussi fabriquent des messages de paix, de résilience, pour aussi sensibiliser les autres jeunes à ne pas être radicalisés, à ne pas rejoindre ces groupes armés terroristes. Et face à cette radicalisation-là, Pape Ousmane, ne faudrait-il pas également miser sur les facteurs structurels? Je m'explique, c'est-à-dire en amont, essayer de miser sur ce qui est à l'origine, en tout cas, de cette radicalisation, ce qui a poussé ces jeunes à se radicaliser, plutôt que, en tout cas, de toujours travailler à des solutions après radicalisation de ces jeunes. Alors, il faudrait non seulement des solutions structurelles, mais également une étude approfondie de la nature des sociétés africaines. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple comme le Sénégal, un pays constitué à plus de 70% de jeunes, il est important de connaître déjà quelle est la nature, quelles sont les aspirations et quelles sont quelle est la configuration de cette jeunesse pour pouvoir non seulement avoir des politiques efficientes, mais également adapter ces politiques par rapport justement au contexte local. J'ai vu récemment plusieurs initiatives allant dans le sens d'encourager la jeunesse à non seulement étudier, mais également mettre en place des activités leur permettant de sortir, c'est-à-dire de sortir globalement de la pauvreté. Et j'estime que les initiatives entrepreneuriales qui sont développées, qui sont financées aussi bien au niveau local qu'au niveau international, sont des éléments fondamentaux qui permettent à la jeunesse justement de travailler pour la paix. Parce que tout le simple fait d'être occupé, d'avoir une source de revenus, d'être actif aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau associatif, au niveau local, est un gage si je peux l'appeler ainsi, d'anti-radicalisation. Maintenant, les politiques structurelles qu'il faudrait mettre en place sont à discuter au plus haut sommet de l'État. Et ce sont des politiques qui non seulement prennent en compte les jeunes, mais également ceux qui sont censés encadrer ces jeunes. Parce que on a 70% de jeunes, mais également 30% de personnes de plus de 35 ans. Donc ce sont ces personnes de plus de 35 ans qui doivent servir de relais et d'encadreur à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse ne pas perdre ses repères. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, mais il y a un danger par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est quoi? C'est le fait que le narratif, comme l'a expliqué Mme Diouf tout à l'heure, puisse ne pas être contrebalancé. Et il faudrait que justement ce narratif puisse être contrebalancé. Et pour que ce narratif puisse être contrebalancé, il faut des gens qui vont jouer un rôle d'éclaireur et justement aider cette jeunesse à ne pas tomber dans cette radicalisation. Et on reste sur un point que tous les deux vous abordez depuis tout à l'heure, à savoir les réseaux sociaux, les technologies et autres outils numériques constituent effectivement aujourd'hui des canaux à travers lesquels ces jeunes sont endoctrinés. Et par rapport à cela, comment prévenir en tout cas cette forme de radicalisation via ces outils numériques-là? Alors, nous avons une société de plus en plus connectée et les jeunes actuellement, outre l'application, surtout en Afrique, surtout au Sénégal, l'application la plus utilisée reste Facebook, mais également il y a l'émergence d'une nouvelle application qui est aujourd'hui, qui attire de plus en plus de jeunes et qui est TikTok. Et actuellement, on s'est rendu compte, d'après les analyses que j'ai pu faire ces derniers mois, que la plupart des messages à caractère politique, et je m'en arrête au caractère politique, passe par ce canal. Et maintenant, cette application peut représenter rapidement un vecteur pour les groupes terroristes cherchant à recruter qui cherchent de nouvelles recrues, pour passer par ce canal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire en sorte que l'utilisation de ces plateformes puisse être plus éducative qu'à viser de propagande. Je m'explique. Lorsque vous vous connectez dans une application comme TikTok, il vous demande quoi? Votre centre d'intérêt. Quels sont vos centres d'intérêt? Éducation, sport, culture, musique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sensibiliser les jeunes allant dans le sens de choisir des centres d'intérêt qui vont justement participer à leur résilience par rapport à
toute campagne de Mais propagande. par rapport à ce que vous venez de soulever, je pense que cette mission sera beaucoup plus, ou bien doit beaucoup plus être dévolue au cercle familial en tout cas, puisque ces jeunes, au cercle familial d'abord, par rapport à ce centre d'intérêt des jeunes sur les réseaux sociaux et autres outils numériques. D'abord, oui, le cercle familial est fondamental par rapport à tout ce qui est éducation de la jeunesse, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Mais justement, si vous allez dans d'autres pays, en Chine, TikTok n'est autorisé qu'entre 22h et 8h du matin. Pour les, j'allais oublier, entre 8h et 22h. Entre 22h et 8h du matin, c'est bloqué, c'est pas utilisable pour la jeunesse. Et en Chine, on ne promeut que des contenus éducatifs, des fabrications de robots, des tutos éducatifs, des tutos de culture, des tutos de musique, permettant justement à la jeunesse d'utiliser cette application pour apprendre, au lieu justement d'utiliser cette application pour participer à des débats qui vont les orienter vers tout ce qui est radicalisation. Et Simone, le manque d'accès à l'information et à la communication augmente également la vulnérabilité de ces jeunes face au recrutement, en tout cas par des groupes extrémistes. Quelle place alors de l'éducation, du dialogue et de la sensibilisation sur ces questions? Effectivement, je pense que ce qu'on peut faire actuellement, surtout pour participer à la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme, c'est vraiment accroître la qualité de l'éducation. Par exemple, dans les modules scolaires, on peut aussi intégrer cette dimension-là. Par exemple, je vois que l'Union africaine fait beaucoup en ce sens-là, en matière de démocratisation, par exemple. Ils sont en train d'intégrer tout ce qui est la charte africaine de la jeunesse ou la charte en matière de démocratie dans les curriculums. Donc, je pense que c'est un bon début que nous, on peut promouvoir. Ça, c'est vraiment au niveau éducatif, mais on peut faire aussi des renforcements de capacités. Je pense que il y a des jeunes qui sont déjà là, mais il y a les groupes terroristes recrutent aussi dans les universités. Donc oui, il y a l'éducation à la base, renforcer les curriculums, l'éducation citoyenne, promouvoir la culture du dialogue et de la tolérance, ça au niveau vraiment à la base, mais vraiment au niveau, que ça soit dans les cursus universitaires, cibler des jeunes et accroître aussi leurs compétences. Ça, c'est dans le domaine renforcement de capacité. Je pense que ça peut être un très bon début. Et pour revenir aux réseaux sociaux, je pense que l'exemple de la Chine est très, très intéressant en ce sens-là. Ça, on parle de, oui, régulation des réseaux sociaux. Tout à l'heure, on a aussi parlé de proposition d'un nouveau narratif. Et ça, je vois que, pour revenir aux initiatives des jeunes, beaucoup de jeunes le font. Il y a des blogueurs. Je vois que, par exemple, au Mali, la MINUSMA a formé des blogueurs. Ils ont pris des blogueurs, des influenceurs. Et on les forme à tout ce qui est contre l'extrémisme violent, qu'est-ce que c'est que la radicalisation, pour qu'eux-mêmes, dans leur contenu, ils puissent intégrer cette dimension-là. Donc, je pense que ça peut être très, très intéressant d'avancer vers ce sens-là. Pour confirmer ce que vous dites, de plus en plus également dans les pays du Sahel, les organisations de la société civile et autres organisations de jeunes et de femmes ont intégré, en tout cas dans leurs projets et programmes, cette question-là de prévention de l'extrémisme violent et aussi de lutte contre le terrorisme. Une structure également comme l'UNESCO mise beaucoup aussi sur l'éducation comme facteur, en tout cas, ou bien comme outil de prévention de cet extrémisme violent-là. L'éducation à la paix maintenant, qui est en vogue. L'éducation à la paix, c'est quelque chose qu'on doit plus intégrer dans nos sociétés, parler de paix, parler de sécurité humaine, pour qu'il y ait vraiment une sensibilisation au niveau, vraiment, une massification au niveau de la base. Parce que je pense que parler de paix et de sécurité, ça commence dès le bas âge. Et justement, par rapport à cette éducation à la paix, Simone, je rappelle que vous êtes ambassadrice de l'Union africaine pour la paix, représentant la région ouest africaine. Quelles actions menez-vous dans le cadre, en tout cas dans le cadre de vos missions, pour la prévention et la radicalisation des jeunes? Alors, effectivement, donc dans mon plan d'action qui s'étale sur 2 ans, il y a un aspect prévention de l'extrémisme violent. Alors, mais moi, je le prends dans un aspect vraiment spécifique parce que mon rôle est un rôle de plaidoyer. Donc, on n'a pas vraiment de dimension programmatique. Donc, moi, mon rôle est un rôle de plaidoyer. Et en Afrique de l'Ouest, j'ai ciblé ce qu'on appelle le groupe de travail sur l'extrémisme violent. Donc, dans ce cadre-là, ils font tout ce qui est extrémisme violent. Ils travaillent aussi sur le terrorisme, c'est-à-dire vraiment le hard security. Et moi, mon plaidoyer se dirige vers ce groupe de travail-là. Comment ils peuvent vraiment intégrer cet aspect jeune
comment ils prennent en compte les jeunes, par exemple quand ils travaillent sur les engins explosifs improvisés ou ils travaillent sur le financement illicite du terrorisme. Donc parce que les jeunes sont et demeurent de grands acteurs de ces défis sécuritaires-là. Donc moi, mon travail se focalise vraiment sur l'aspect plaidoyer pour vraiment l'intégration de ces dimensions jeunes quand on travaille dans ces points qui peuvent être vraiment techniques. Et Pape Ousmane, il y a Simone qui est revenu. Allez-y, j'ai l'impression que vous vouliez rebondir. Rebondir surtout sur le fait que, en fait, pour travailler avec une jeunesse qui est le plus souvent difficile à attirer, parce que c'est parfois difficile à attirer une jeunesse vers une cause allant dans le sens de la déradicalisation. Alors, il faudrait, moi je pense, aller trouver chez les jeunes, identifier d'abord les centres d'intérêt de ces jeunes et aller les trouver dans ces espaces. Je m'explique. À part les réseaux sociaux, qu'est-ce qui intéresse la jeunesse? La musique, d'abord, l'art, le sport, justement, et tout ce qui est peut-être engagement communautaire ou entrepreneuriat. Et il faudrait non seulement identifier ces domaines, mais également aller les trouver dans ces espaces afin de faire passer ce message. Parce que je pense qu'il y a une dimension proactive, il y a une dimension anticipative qu'il faudrait prendre en compte justement pour aller non seulement vers ces jeunes, mais également identifier leurs besoins, identifier leurs limites, identifier justement en quoi leur éducation pourrait leur permettre de participer à tout effort de déradicalisation de la société et aller en ce sens. Et quelle place du plaidoyer par rapport à ce que vous venez de développer, c'est-à-dire trouver les jeunes dans leur centre d'intérêt et leur parler ou bien aller vers cette déradicalisation en passant par les centres d'intérêt des jeunes, quelle place du plaidoyer, puisque Simone l'a rappelé tout à l'heure, en tant que jeune ambassadrice, sa mission se résume surtout également à ce plaidoyer-là. Quelle place du plaidoyer selon vous? Alors, en matière de plaidoyer, je crois qu'elle se connaît plus que moi, mais je considère tout simplement que le plaidoyer par rapport à ces aspects consiste tout simplement à mettre en relief le fait que cette jeunesse vit dans un contexte africain, sénégalais le plus souvent, qui n'est pas totalement favorable à l'épanouissement, peut-être à l'éducation, justement, parce que si on prend les chiffres, on se rend compte qu'une bonne partie de la jeunesse ne parvient pas à atteindre un certain niveau d'éducation, surtout au niveau supérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça? Ça, également, il faudrait s'interroger et surtout interroger les autorités par rapport à ce qu'il faudrait faire. Parce que moi, j'estime qu'une bonne partie du problème renvoie à l'éducation. Parce que quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation, il est moins enclin, aussi bien, je ne parle pas seulement d'éducation, disons, occidentale et française, mais également d'éducation religieuse. Parce que si on prend le contexte ouest-africain et notamment sénégalais, on se rend compte que les jeunes qui sont formés à l'école soufie, au Dara sénégalais, sont moins enclins à la radicalisation. Pourquoi? Parce que l'école soufie nous apprend quoi? Nous apprend la tolérance, l'amour, le travail et l'amour de l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que les groupes terroristes ont beaucoup de mal à recruter dans un pays comme le Sénégal, parce que tout simplement, au Sénégal, c'est l'école soufie, que ce soit chez les Mourides, chez les Tidjanes, chez les Layènes, chez les Niassènes, ils se comportent de telle sorte que, en fait, ils ont une philosophie qui est absolument non violente. Donc, ce plaidoyer devrait prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir prendre en compte le problème de manière globale. Par rapport à ce point que vous avez soulevé, il y a également une étude de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui a également montré aujourd'hui le rôle, pour le cas du Sénégal également que vous avez soulevé, le rôle que jouent aujourd'hui ces confréries religieuses, la soufis, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent au Sénégal. Absolument, parce que les confréries soufis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont fondamentalement non-violentes, sont fondamentalement non-violentes. Par exemple, je prends l'exemple des Baye Fall. Qu'est-ce que la philosophie Baye Fall? C'est le travail, l'amour de l'autre et le don pieux. L'amour de l'autre, ça veut dire tout simplement ne jamais faire du mal à une personne, ne serait-ce qu'une mouche. Donc c'est ce genre de philosophie qu'il faudrait peut-être intégrer dans les différents plans d'action visant à atteindre les gens. Que les Baye Fall font partie de la communauté mouride, qui est une communauté soufie musulmane située au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Allez-y Simone, vous voulez rebondir? C'est quelque chose qu'il a dit. Je pense que aussi c'est le moment aussi de clarifier quels jeunes. On parle de jeunes, mais les jeunes aussi ne sont pas
un groupe homogène. On a voilà, des jeunes femmes. Donc, les jeunes, il y a des jeunes urbains, des jeunes au niveau rural. Je me rappelle en 2023, j'étais au Burkina, dans un forum des jeunes. Mais certains nous ont dit, il y a ce qu'on appelle des jeunes out of school. Ceux qui sont jamais allés à l'école, c'est eux qui sont les plus vulnérables. Oui, on parle de la place de l'éducation, mais ces jeunes-là qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont ce qu'on va dans la rue, qui font les petits boulots et tout ça, c'est eux qui ressentent beaucoup plus de frustration. Parce que beaucoup par exemple, à Ouaga, viennent des zones où il y a des déplacés. Donc, ils viennent en masse à Ouaga pour trouver de petits boulots par-ci, par-là. Quand ils retournent, ils ne reviennent pas. Ils rejoignent les groupes armés terroristes, par exemple. Qui leur offre de meilleures perspectives. Exactement. Par rapport à ce point que vous avez soulevé, surtout les jeunes aujourd'hui qui viennent de ces zones rurales et autres zones en tout cas reculées et qui n'ont pas peut-être eu la chance de subir de l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui on n'en revient pas à ce rôle du cercle familial et à ces solutions en tout cas structurelles qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour empêcher ces jeunes ou bien pour éviter que ces jeunes ne soient radicalisés? Mais oui, on peut parler du cercle familial, mais imaginez-vous que vous soyez dans une commune. Je donne juste l'exemple. On est par exemple au nord du Mali ou au nord du Burkina. On est dans une communauté familiale où même par exemple ta mère peut te pousser à aller rejoindre des groupes armés terroristes. La mère qui jouait ce rôle de protectrice, qui devait détecter ces signes de radicalisation et essayer de te faire changer d'avis, c'est elle-même qui peut te pousser, ou les pressions familiales te pousser à aller, sans même parler des frustrations, tu te lèves, tu n'as pas de quoi te nourrir, tu n'as pas d'opportunité économique, tu n'as pas de travail, par exemple. Et tu ne vois pas l'État autour de toi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école pour te former. Et tu vois quelqu'un qui arrive avec 300 000. Les besoins socio-économiques de base sont absents dans ces localités-là. Exactement. Donc, est-ce que la cellule familiale, dans ce contexte-là, te permet, par exemple, de ne pas d'évacuer tes frustrations? Au contraire, ça peut être une pression supplémentaire. D'où le complément aujourd'hui, de compléter peut-être cette cellule familiale avec les facteurs ou bien les mesures structurelles également. Et on reste toujours avec ces jeunes à travers différents mécanismes aujourd'hui. L'Union africaine, la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec d'autres organisations non gouvernementales également, travaillent à faire avancer la cause de la jeunesse, de la paix et de la sécurité. Une façon de permettre à ces jeunes de mieux s'approprier l'agenda jeunesse pour la paix, Youth for Peace. En tant que jeune ambassadrice pour la paix, comment aujourd'hui arriver à une plus grande canalisation de ces jeunes, en tout cas, ou bien de ces initiatives jeunes pour la promotion de la paix? Puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, de beaucoup de structures différentes, comment arriver à canaliser ces différentes initiatives de jeunesse pour aujourd'hui davantage promouvoir la paix? Effectivement, quand il s'agit de l'Union africaine, on a la Charte africaine de la jeunesse, notamment l'article 17, qui parle de ce rôle des jeunes-là en matière de paix et de sécurité. La CEDEAO a elle-même, c'est un cadre, c'est le cadre de prévention des conflits. Et il a même aussi cette stratégie-là de lutte antiterroriste où il y a un fort aspect jeunesse. Les Nations Unies ont ce qu'ils appellent la stratégie Sahel. Beaucoup d'organisations régionales ont leur stratégie, sans parler des organisations non gouvernementales. Pour moi, le défi majeur, c'est la collaboration et la coordination. Depuis des années, surtout depuis qu'on parle du G5 Sahel, par exemple, on nous parle comment ces différents cadres-là peuvent collaborer ensemble pour qu'on ne duplique pas les efforts. Je pense que ce qui nous manque un peu dans la région, c'est que tout le monde fait tout à la fois, mais on ne sait pas vraiment qui fait quoi. Davantage miser sur la collaboration et la coordination pour plus d'efficacité. Allez-y, Pape Ousmane, vous voulez rebondir elle avait également. parlé tout à l'heure des difficultés que pouvait éprouver une famille pour pouvoir empêcher à un jeune de rejoindre ces groupes violents. J'allais souligner tout simplement le fait qu'on observe la même chose lorsqu'il s'agit de l'immigration irrégulière. Si on regarde le contexte sénégalais, ce sont souvent les familles qui se regroupent, qui se cotisent pour donner aux jeunes en question pour que cette personne prenne le chemin de l'immigration irrégulière, soit par le désert, soit par la mer, soit par voie aérienne en passant par des pays comme le Nicaragua. Donc c'est assez difficile pour un jeune qui n'a non seulement pas un niveau d'éducation appréciable,
qui n'a pas de perspective économique et qui ne sent pas la présence de l'État par rapport à son environnement immédiat, c'est difficile pour la famille, qui est la première barrière par rapport à ça, de s'opposer aux envies. Donc, quelle alternative, si cette famille qui devait être le premier rempart face à la prévention de l'extrémisme violent devient aujourd'hui la première cause ou la première motivation de ces jeunes-là? Quelle alternative? Je crois qu'il faudrait des solutions du haut vers le bas. Comment des solutions du haut vers le bas? D'abord, essayer de restaurer l'État dans les zones où il n'y en a pas. Parce que quand on regarde de plus près, quand on va dans certaines zones, aussi bien au Sahel qu'ailleurs en Afrique, on voit qu'il y a certaines zones où l'État n'est absolument pas présent. Parce que qu'est-ce qui fait la présence de l'État? C'est d'abord les infrastructures publiques, l'école, les hôpitaux, une préfecture déjà. Ensuite, et le fait que les infrastructures de base soient accessibles pour les populations. Mais si ces populations ne sentent pas la présence de l'État autour d'elles, ces populations, justement, la nature a horreur du vide, elles sont tentées justement de s'allier à des alternatives. Groupes terroristes et autres groupes armés, d'où la nécessité de davantage renforcer en tout cas la présence de l'État dans ces zones pour promouvoir une culture de la paix ou bien jeunesse et consolidation de la paix. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Pape Ousmane, quelle place des jeunes pour la promotion et la consolidation de la paix sur le continent africain? Alors, une place centrale, parce que si on prend tout simplement les statistiques, 70% de la population, environ 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Donc, on ne peut pas mettre en place des politiques allant dans le sens d'aider cette jeunesse à éviter tout acte de radicalisation sans les inclure. C'est-à-dire que cette jeunesse doit être au centre des politiques qui vont être mises en place pour lutter contre l'extrémisme violent. Maintenant, comment les insérer dans les différentes politiques qui vont être menées? Parce qu'ici en Afrique, nous avons l'habitude de faire des politiques visant à aider la jeunesse, mais sans la jeunesse. Et ça, c'est un peu compliqué parce que si on regarde bien la plupart des politiques gouvernementales, Réundaoui, etc., on se rend compte que ce sont des politiques qui sont destinées à une jeunesse, mais la jeunesse n'est pas forcément incluse. Déjà, souvent, celui qui s'est chargé de piloter ce programme, il est souvent... il a déjà dépassé l'âge de 35 ans, il est plus... donc, il y a souvent un problème de communication, c'est-à-dire un lien qui est capable qui doit être capable... Un déphasage entre ces politiques et les jeunes. Et un lien qui n'arrive pas à se former entre les gouvernants et cette jeunesse à qui est destinée les différentes politiques qui sont mises en place pour les aider dans ce sens. Par rapport à ces politiques, comment donc davantage impliquer ces jeunes puisque ces politiques leur sont destinées? Si en amont, en tout cas, ils n'y sont pas intégrés, cela peut poser un problème dans la mise en œuvre. Comment davantage les intégrer dans même la conception de ces politiques de développement? En 2017, j'ai lu un ouvrage intéressant qui parlait de la politisation de la jeunesse. Moi, je pense que la politisation d'une bonne partie de la jeunesse africaine contribuerait à une meilleure élaboration des politiques favorables à la jeunesse. La jeunesse doit être non seulement vecteur de un des initiateurs de ces politiques, mais également être un acteur central dans la promotion de la démocratie. Parce qu'il faudrait que l'on arrive à ce que les partis politiques dans leur ensemble soient globalement dirigés par des jeunes et qu'il y ait comment on peut l'appeler, un renouvellement de la classe politique, qu'on parte de la gérontocratie à une politique, à des acteurs beaucoup plus jeunes qui vont prendre en compte justement les aspirations des jeunes dans l'élaboration des politiques en ce sens. Allez-y, Timon. Alors, je voulais juste dire, elle a dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant et ça m'a fait passer à quelque chose qu'on dit toujours entre nous. Ce qui se fait sans nous et contre nous. Donc, on parle de politique publique destinée aux jeunes. Donc, dès la conceptualisation, les jeunes doivent être au cœur. Et il y a différents moyens pour de le faire. Dans la mise en œuvre aussi. Donc, il y a différents stades dans la mise en œuvre. Les jeunes eux-mêmes doivent être ceux qui mettent en œuvre ces politiques-là. Parce que ces politiques leur sont destinées. Je pense que c'est quelque chose de très, très important.
sur ce point, nous sommes avec ce point et nous y restons, Simone. À côté de votre statut d'ambassadrice pour la paix de l'Union africaine, vous êtes également membre du réseau mondial des femmes faiseuses de paix. Qu'en est-il aujourd'hui de ce réseau et de ses missions? Alors oui, donc je suis aussi la chargée de programme Afrique au sein du réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix, qui est une ONG internationale qui est basée à New York. Donc moi, je m'occupe plus des programmes en Afrique, dans certains pays, surtout en conflit et post-conflit. Donc nous, on travaille vraiment sur la mise en œuvre et vraiment la localisation des agendas femmes, paix et sécurité. Et jeunesse, paix et sécurité. C'est-à-dire ces résolutions-là, ces corpus de résolutions-là, adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour vraiment reconnaître le rôle central des femmes, mais aussi des jeunes, dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la cohésion sociale. Donc nous, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va au niveau des communautés. Déjà, parfois, on accompagne les États dans l'élaboration de leurs plans d'action nationaux. Parce que les plans d'action nationaux sont aussi des outils vraiment privilégiés pour mettre en œuvre ces résolutions-là. Et on travaille avec les communautés de base. On va, par exemple, je travaille en RDC, on va dans les provinces, notamment de l'Est. On travaille avec les communautés de base, on travaille avec les jeunes femmes leaders, parce que aussi un de nos points d'entrée, c'est le gender. On a une perspective genre. Donc quand on parle de l'agenda femmes, paix et sécurité, on met une perspective jeune en soulignant le leadership des jeunes femmes. Donc nous, en tant que jeunes femmes, on voit que on a un rôle central, même que ce soit dans l'extrême violent, parce que les jeunes femmes sont considérées comme des esclaves sexuels, par exemple, dans les groupes armés terroristes. Donc il est temps de prendre les besoins sexo-spécifiques de ces jeunes femmes-là. En 2015, lorsque la résolution 22.5 a été adoptée, les jeunes femmes se sont senties un peu lésées, si je peux utiliser le mot, parce qu'on a considéré que c'est plus une résolution centrée vers les jeunes hommes. Parce qu'en 2015, vous savez, le contexte, c'était le Burkina qui éclate, qui commence à avoir... parce que le Burkina, c'est vraiment un verrou entre le Sahel et les pays côtiers. Et vous voyez qu'il y a la menace qui se déverse vers le pays côtier. Donc il y a un contexte. C'est une résolution vraiment qui parle de l'extrême violent et on a centré ça sur les jeunes hommes. Parce qu'on dit que c'est eux qui rejoignent les groupes. Alors que les jeunes femmes aussi, elles sont recrutées, certaines même font des attentats. Et elles sont aussi esclaves sexuels. On retrouve très souvent également des femmes kamikazes. On en retrouve très souvent aussi au Nigeria. Les femmes informatrices, elles sont aussi dans le renseignement. Avec Boko Haram. Et qu'en est-il aujourd'hui des expériences, en tout cas de vos expériences dans ce domaine, avec ces communautés avec lesquelles vous travaillez à la base? Alors, nous, ce qu'on a dit, et moi je vais le dire, quand on travaille avec les communautés, tout se change au niveau des communautés à la base. Au lieu maintenant d'aller vers le top-down, allons vers le bottom-top. C'est en amenant, c'est en faisant comprendre tout ce qui est disposition internationale, disposition régionale et nationale au niveau de la base et en l'intégrant dans la gouvernance locale que tout va se changer. Vous savez, on a des mairies, on a... ça, c'est par exemple au Sénégal, mais par exemple, je donne l'exemple du Tchad ou du Cameroun, où on a des structures au niveau local. Si on intègre par exemple ces aspects jeunesse, paix et sécurité, par exemple, dans ces structures-là, ce sont ces dirigeants-là qui sont les plus proches des populations. Et ces dirigeants-là qui peuvent, dans le budget au niveau local, élaborer des politiques, que ce soit des politiques au niveau provincial, des politiques au niveau régional, qui impactent les jeunes. Que ce soit en matière de jeunesse, paix et sécurité, par exemple, au Congo, ils sont déjà en train de localiser au niveau des provinces l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Donc, il y a des dispositions en matière de paix et de sécurité sur les politiques de jeunesse même. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. D'autant plus qu'au niveau de ces communautés-là, ces organisations ou bien autres structures, en tout cas à la base, maîtrisent mieux les besoins de ces jeunes et les réalités de leur communauté aujourd'hui que le niveau beaucoup plus stratégique et opérationnel. Pape Ousmane, c'est dans le cadre de la consolidation de la paix qu'a été émis également ce qu'on peut appeler la coalition mondiale des jeunes pour la paix et la sécurité. Il s'agit de la principale plateforme multipartite pour l'élaboration des politiques et pratiques mondiales sur jeunesse, paix et sécurité. Cette coalition également cette coalition, autant pour moi, mondiale des jeunes pour la paix et la sécurité, rassemble une diversité également d'organisations qui la composent, que ça provienne des organismes onusiens ou encore des OSC. Aujourd'hui, que vous inspire aujourd'hui le travail de telles plateformes qui de plus en plus se constituent au niveau international
régionale et même continentale pour davantage prendre ces questions-là en compte, c'est-à-dire jeunesse, paix et sécurité. Et quand on parle de jeunesse, je précise qu'également, on parle de jeunes femmes comme jeunes hommes. Alors, Madame Diouf a précisé tout à l'heure une chose importante, c'est-à-dire que quand on parle de jeunes, par rapport à l'extrémisme violent, on a souvent tendance à n'évoquer que les hommes. Parce que, bien entendu, les hommes, ce sont les hommes qui prennent les armes, qui vont se battre. Mais justement, les femmes, non seulement sont victimes, mais également participent à aux activités de ces groupes armés violents. Si on prend l'exemple du Nigeria, par exemple, les femmes sont souvent recrutées, voire capturées de force. Si on se souvient de l'épisode des filles de Chibok, des lycéennes qui ont été capturées. Mais ces filles, une fois capturées, ils procèdent à ce qu'on appelle une forme d'endoctrinement qui font que plus tard, ces filles restent de leur propre gré dans le groupe et obéissent à tout ce qu'on leur dit. Donc, ce genre d'associations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, doivent non seulement prendre en compte les hommes, mais également la place des femmes dans cet environnement et chercher justement à leur donner les moyens de pouvoir résister, des moyens de résilience par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et par rapport à l'expérience des lycéennes de Chibok aujourd'hui, une bonne partie en tout cas a pu être récupérée ou libérée en tout cas des mains de Boko Haram. Et elles ont subi un lavage de cerveau, un endoctrinement comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quelle place aujourd'hui de la réinsertion lors de leur retour en société? Alors, ces jeunes filles de Chibok ont été les plus médiatisées, mais il y a également des enlèvements dans des villages et des zones où de parfaits inconnus sont enlevés du jour au lendemain et qui disparaissent et qui entrent justement dans la dynamique de ces groupes terroristes. Maintenant, en cas de retour, c'est difficile parce que c'est une problématique globale. On se rend compte que même en France, les terroristes, ceux qui étaient partis en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique, à leur retour, ils ont des problèmes d'intégration non négligeables et qui, à un moment donné, provoquent des attaques et des attentats au niveau de ces pays. Donc, la problématique du retour est importante parce qu'il faudra déjà, au-delà du fait d'enlever tout ce qui est endoctrinement, les aider à retrouver leur place dans la société. Mais comment les aider à retrouver leur place dans la société? Il faudra leur faire comprendre que leur place, justement, est dans une famille bien structurée, dans une société où leurs aspirations sont prises en compte. Parce que quand on parle d'endoctrinement, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils font en sorte que tu penses, que tu aies une certaine vision de la société, que tu aies une certaine vision de ton rapport avec l'autre. Donc c'est cette procédure de rétropédalage sur le plan, disons, cognitif qu'il faudra faire. Et ça, c'est un défi non négligeable. Et allez-y, Simone. Oui, j'aimerais juste... La question des retournés, hein, c'est très, très important. Dans la résolution 2250, il y a le 5e pilier, c'est démobilisation, réintégration. Et c'est un pilier très, très controversé. Je vous donne un exemple. Il y a des jeunes, que ce soit au Mali, Niger, Burkina, qui partent de leur propre gré, de façon... ça peut être égoïste ou de façon opportuniste, c'est le mot, rejoindre les groupes armés. Et après, ils décident de quitter. Au Niger, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent des camps de retournés, des maisons, le camp de Goudoumaria, par exemple. Et ces camps-là font vraiment, vraiment débat. Parce qu'on dit, il y a des jeunes qui se disent, OK, nous, on est là, on n'a pas rejoint les groupes armés, mais ceux qui sont entrés dans les groupes armés et reviennent sont mieux traités que nous. Parce que dans ces cas-là, oui, il y a la question de la déradicalisation, on essaie de les trucs, mais ils bénéficient d'opportunités économiques. Ah oui, ok. Ils bénéficient d'opportunités économiques. Et quand ils rentrent dans leur communauté, ils bénéficient de ce qu'on appelle des séances de pardon collectif. Il y a des jeunes qu'on prend pour qu'ils retournent dans le village. Les communautés doivent essayer de les reprendre. C'est des séances de pardon collectif. Mais il y a une frustration des jeunes qui sont restés, ils disent nous. Donc, eux, ils rentrent avec plus d'opportunités économiques parce qu'après, dans ces camps-là, on les apprend des métiers, des métiers de soudage, boulangerie. Ces jeunes-là, après,
ils sont plus autonomes que ceux qui sont restés. D'autres, ils repartent pour revenir. D'où l'intérêt donc d'allier les solutions, cette politique de réinsertion en société et aussi des opportunités économiques qu'on donne aux autres. Rester également sur... Donc, il y a un 2 poids 2 mesures. Donc ce pilier, il est vraiment controversé, surtout au Sahel. Donc, mais c'est un pilier qui est là et qu'il faudra prendre en compte. Permettez-moi de rebondir un peu sur la coalition. Je suis membre de la coalition mondiale Jeunesse, Paix et Sécurité, qui est une coalition effectivement qui regroupe toutes les coalitions au niveau, parce que vous savez, dans les pays, il y a des coalitions nationales jeunesse, paix et sécurité. Le Nigeria a sa coalition, la RDC, et au niveau mondial, le Canada, par exemple, et qui regroupe aussi des organisations. Donc, et cette coalition, elle a comme co-chair l'UNFPA, le FUNIAP, et Search for Common Ground, et You Know Why, c'est un réseau mondial. Donc, c'est une coalition vraiment qui travaille à ce que l'agenda jeunesse, paix et sécurité puisse avancer au niveau mondial, qu'il y ait plus de plans d'action nationaux, qu'il puisse beaucoup plus de programmes, que ce soit Nations Unies, que ce soit au niveau État, pour que vraiment il y ait une domestication et une mise en œuvre concrète de l'agenda. Et il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la coalition prend le lead sur des thématiques très très importantes et des nexus qu'on ne voyait pas et qui apparaissent maintenant. Par exemple, on parle maintenant de jeunesse, climat, paix et sécurité. Il a parlé tout à l'heure du changement climatique. On parle du désarmement, par exemple. Désarmement, jeunesse, paix et sécurité, par exemple. Quand on parle de la prolifération des armes légères ou même des armes de destruction massive. Donc, vous voyez, donc, il y a aussi des thématiques où on parle des Human Rights Defenders, de ces jeunes-là qui défendent que ce soit des activistes climatiques, que ce soit des activistes de droits humains, et dont le rôle et leur existence sont menacés dans différents pays. Donc, ils prennent aussi le lead parce qu'il y a aussi ce pilier qui est le pilier protection, qui est dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité et qui est vraiment consacré par la résolution 2250. Et par rapport à la réinsertion et à la consolidation de la paix également, quelle place des mécanismes aujourd'hui endogènes? Je donne l'exemple aujourd'hui du Nigeria ou bien même le Burkina ou le Mali. Il y a des structures également existantes à la base qui ont toujours donné des résultats en termes également de résolution des conflits. Il y a aujourd'hui l'émir de Sokoto, il y a l'émir de Kano qui ont toujours en tout cas fait de bons offices par rapport à la résolution des conflits ou par rapport au dialogue et tout, le Mogonaba au Burkina et bien d'autres en tout cas leaders d'opinion ou leaders coutumiers comme ça. Donc quelle place de ces mécanismes endogènes, coutumiers et religieux, ces leaders? Oui, ces mécanismes endogènes sont fondamentaux dans la mesure où en fait nous vivons dans des sociétés, si on les observe bien, ce sont des sociétés à forte croyance, que ce soit disons religieuses, que ce soit où les valeurs sociales ont une prédominance non négligeable. Donc les acteurs sociaux ayant une certaine prééminence dans la société ont un rôle fondamental à jouer par rapport à non seulement capter, quand je dis capter, ça veut dire accueillir cette jeunesse qui était partie rejoindre ces groupes violents et encourager leur retour, non seulement encourager leur retour, mais participer à leur réintégration dans la société. Parce que quand je donne un exemple tout simple, c'est comme si par exemple tu te disputes avec tes parents, ton oncle va te prendre dans la rue, te ramène dans la maison, discute avec tes parents pour que tes parents t'acceptent à nouveau dans la famille. C'est comme ça que ça se passe. Donc les leaders d'opinion, les grands leaders religieux, que ce soit aussi bien au niveau chrétien que musulman, ont des rôles fondamentaux à jouer dans cet aspect. Et sur ce, on reste avec ce point de jeunesse pour la paix également. Le programme d'ailleurs Jeunesse pour la paix, Youth for Peace Afrique, a été lancé en septembre 2018 à Lagos au Nigeria dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre l'article 17 de la charte de la jeunesse de l'UA et de la 665e communiqué autant pour moi du Conseil de paix et de sécurité, les résolutions 2250 également et 2419 du Conseil de sécurité de l'ONU. Que pensez-vous aujourd'hui plus particulièrement de ce programme Youth for Peace? Alors, donc, l'Union africaine, après 2015, a vraiment décidé de s'approprier l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de faire de cet agenda vraiment un pilier de sa politique. Donc, après 2015, il y a eu la résolution, il y a eu la 2250, en 2018, la 2419. Mais dès 2018, l'Union africaine a décidé, en se basant sur l'article 17 de la charte africaine des droits de l'homme, qui consacre vraiment le rôle central des jeunes
en matière de paix et de sécurité, de lancer ce qu'on appelle le réseau Youth for Peace. C'est une unité qui travaille au sein de l'Union africaine et qui travaille sur vraiment le programme IAP dont je fais partie, mais aussi le programme Wise Youth. Le Wise Youth, c'est aussi un autre programme. C'est des jeunes. Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, il y a le panel des sages, c'est-à-dire des gens d'un certain âge qui font la médiation au sein des États. Par exemple, quand il y a des conflits, on envoie les panels des sages, surtout avant les élections. Donc l'Union africaine a décidé vraiment de consacrer le rôle des jeunes dans la médiation. Donc là, c'est en cours. Hein. Donc ils vont travailler avec nous, les IAP. Nous, on est les 5 jeunes ambassadeurs de l'Union africaine. Ça a été aussi lancé après 2018. Donc moi, je suis sous la tutelle de l'équipe Youth for Peace. Et il y a plusieurs programmes qui ont été lancés, initiatives, dont le cadre continental Jeunesse, Paix et Sécurité, dont nous, en tant que jeunes ambassadeurs, on doit faire la promotion. À côté aujourd'hui de ce cadre continental, il y a la résolution 2250 dont nous parlions depuis tout à l'heure, adoptée en 2015 par les Nations Unies. Aujourd'hui, selon l'ONU, une résolution à travers laquelle, en tout cas, l'ONU reconnaît l'énorme potentiel des jeunes pour la réussite du programme pour la paix et la sécurité et que ces jeunes constituent la clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pape Ousmane, qu'en est-il aujourd'hui de la mise en œuvre de cette résolution, la résolution 2250? Alors, il y a eu des avancées, comme elle l'a évoqué tout à l'heure, il y a depuis la prise en compte de la jeunesse dans sa globalité, jeunes comme hommes comme femmes, dans la résolution des conflits, il y a eu des avancées parce qu'on note sur le terrain que non seulement les hommes mais également les femmes, le leadership des femmes est pris en compte dans la prévention de l'extrémisme violent, mais également... D'ailleurs, l'exemple de Simone Bodé-Diouf avec qui vous partagez ce plateau. Donc une meilleure promotion du leadership féminin dans cet aspect est très important, mais également la prise en compte des jeunes out of school, comme on l'a dit, parce que c'est pas forcément, l'expérience l'a prouvé, c'est pas forcément c'est pas parce qu'un jeune n'a pas forcément eu un niveau d'études appréciable qu'il n'est pas en mesure de participer aux efforts allant dans le sens de la préservation de l'extrémisme violent. Souvent, ce sont des jeunes, les jeunes qui n'ont pas fait de longues études, souvent, ils ont l'avantage de l'engagement, ils ont l'avantage de l'envie, ils ont également l'avantage du fait que ces jeunes voient en cette opportunité leur dernier espoir, pour pouvoir non seulement s'accrocher à ce qu'il leur reste de la société, mais également contribuer à leur manière sur ce qui devrait être fait. Et maintenant, ces jeunes pourront être utiles dans des expériences de terrain qui pourront être déployées. Donc, la résolution, pour le moment, il y a des avancées qu'il faudrait noter, des choses également qu'il faudrait améliorer, mais on est dans le bon sens. Depuis 2015, bientôt 10 ans, nous avons des résultats appréciables. Simone, pour le cas du Sénégal, d'ailleurs, il y a eu une première consultation nationale sur cette résolution 2250, Jeunesse, Paix et Sécurité, menée en juin dernier sur initiative du ministère sénégalais de la Jeunesse. Je précise que vous y avez d'ailleurs participé. Aujourd'hui, où en est la mise en œuvre des plans d'action nationaux Jeunesse, Paix et Sécurité? Vous aviez commencé à aborder la question. Oui, je suis tout à fait. Je reviens sur ce que mon collègue a dit. Depuis 2015, vraiment, on voit que l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité a connu un envol. Hein. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. On dit Jeunesse, Paix et Sécurité, c'est un agenda pour les jeunes, par les jeunes et porté par les jeunes. Donc, on a vu que les jeunes se sont appropriés cet agenda. À l'heure, il y a presque 4 pays au monde qui ont le plan d'action national. La Finlande, les Philippines, mais en Afrique, on a le Nigeria et la RDC. Ils ont déjà leur plan d'action national et en Afrique de l'Ouest, c'est en train de bouillonner. Donc moi, ça me rend très fière en tant qu'ambassadrice pour l'Afrique de l'Ouest de voir que, par exemple, la Gambie, le Libéria, la Guinée, le Bénin ont lancé leur coalition Jeunesse, Paix et Sécurité et ont commencé le processus pour avoir un plan d'action national. Au Sénégal, pour revenir à ta question, voilà, nous, on vient de débuter. Moi, ça fait des années que je travaille sur ça. Au Sénégal, quand j'en parlais, les gens rigolaient. C'était inimaginable même d'être reçu par une personne du ministère pour parler de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Mais comme là, on est dans un gouvernement de rupture, je pense que j'ai l'espoir qu'il y aura aussi une rupture dans la pratique en ce qui concerne la jeunesse.
on voit que maintenant le ministère s'est engagé, notamment avec la consultation qu'on a menée avec le PNUD, une consultation qui a réuni plus de 100 jeunes qui s'est tenue à Ziguinchor en début juin. Une très belle consultation où les jeunes même ont défini les priorités en matière de paix et de sécurité pour le Sénégal. Ils ont répondu quels ont été leurs besoins. Donc on a vu carrément la différence entre les jeunes de Ziguinchor par exemple et les jeunes de Dakar, plus urbains. Absolument. Les jeunes de Matam, chaque région était représentée. Et pour chaque région, les jeunes ont dit nous, c'est ça notre défi. On a des défis, par exemple, vers Kédougou, on voit des jeunes qui nous disent il y a des incursions, des gens qui viennent du Mali. On a aussi des défis en matière de criminalité quand il s'agit de l'exploitation de Sabadola. Donc on voit des différents défis. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire, comprendre quelle réalité en matière de paix et de sécurité, de cohésion sociale les jeunes. Et on s'est rendu compte que la question de la protection est revenue. Les jeunes ont été marqués par le fait que leurs droits ont été violés pendant les manifestations. Des jeunes ont été tués. Ceux qui ont été emprisonnés. Donc ça les a vraiment marqués et ils réclament plus de protection. Et comment bien prendre en compte toutes ces priorités et tous ces défis soulevés par ces jeunes-là pour le cas du Sénégal? Il est impératif d'accélérer la domestication déjà et la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Ça peut se faire de plusieurs manières, mais un des moyens privilégiés que, par exemple, le Sénégal a commencé à prendre, c'est d'avoir un plan d'action national. Et c'est ce qu'on veut faire après Ziguinchor, par exemple, travailler à ce que l'État du Sénégal, parce que vous savez, les plans d'action nationaux, c'est des documents gouvernementaux. Donc, c'est l'État du Sénégal qui doit prendre ses responsabilités. Donc, on appelle vraiment au nouveau président qui est là, de montrer l'exemple. Parce que déjà, nous, quand on sort, on nous dit « Ah, vous venez du Sénégal, on vous parle du président Bassirou Diomaye Faye. Vous avez le président le plus jeune. » Donc, on est dans un momentum, c'est tout le temps que je dis. On doit saisir le momentum et le Sénégal doit montrer l'exemple comme il l'a fait en matière de démocratie. Et d'autant plus que depuis son accession, en tout cas à la magistrature suprême, nous avons vu beaucoup de jeunes promus à des postes stratégiques. Exactement. Et ça également, je pense que ça peut constituer également. C'est ce qu'on veut. Par exemple, pourquoi pas avoir un quota de 30% de jeunes à l'Assemblée nationale? Ça peut être quelque chose, un plaidoyer qu'on peut faire. On veut plus de jeunes. Oui, dans les postes électifs. Par exemple, à l'Assemblée nationale, donc c'est pourquoi là j'étais très content que tu parles des partis politiques. Absolument. Maintenant, il n'y a plus d'école de partis, les jeunes ne sont plus intéressés. Bon, maintenant on voit qu'il y a un regain de politisation depuis l'avènement de PASTEF et tout ça, c'est un très bon signe. Mais maintenant, les partis politiques doivent être des viviers pour que des jeunes politiciens. C'est comme ça que là où ça va commencer. L'intérêt d'une participation, en tout cas massive, participation des jeunes politique. Voilà, les jeunes qui s'engagent dans des partis politiques et qui accèdent à des prises de décision qui sont au Parlement et qui aussi nommés au poste électif. Et d'ailleurs, il y a un jeune Sénégalais du nom de Farindaou qui a écrit un livre dans ce sens, Jeunes, politisez-vous. Et à côté en tout cas de ce qu'on peut appeler la résolution 2250 que nous développons depuis tout à l'heure, il y a également d'autres mécanismes qui existent sur le plan continental, mais malheureusement nous sommes rattrapés par le temps. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ousmane Thiaw, doctorant en sciences politiques et analyste défense et sécurité. Encore un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Tout plaisir pour moi. Merci également à votre co-débattrice, Mme Simone Bodé-Diouf, jeune ambassadrice pour la paix de l'Union africaine, représentant la région ouest africaine. Également un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous pour votre première participation au débrief. Merci beaucoup, le plaisir est partagé et grand merci à mon co-débatteur. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.